Donc, Maître Isabelle Lapeyronie, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans le cadre de notre projet Tutéré pour réaliser cette interview. Donc, vous êtes avocate au barreau de Lille et vous êtes spécialiste en droit des personnes et en droit social. Pouvez-vous vous présenter de manière succincte, s'il vous plaît? Alors, moi je m'appelle Isabelle Lapeyronie, je suis avocate au barreau de Lille depuis 1982 et je fêterai le 6 décembre 2012 mes 30 ans de barreau. Donc ça fait déjà quand même quelques années que je suis avocate. Et puis comme vous venez de le dire, mes deux spécialités sont le droit de la famille et le droit du travail. C'est dans ces deux domaines principalement que j'interviens. D'accord. Alors, quelles sont selon vous les responsabilités de votre profession? Les responsabilités, c'est-à-dire le contenu en fait de la mission de l'avocat. Oui, voilà. Alors la mission de l'avocat, c'est deux choses principalement. Conseiller les clients qui viennent nous voir, et si dans le cadre de leurs difficultés ils doivent se rendre dans une juridiction pour défendre leurs intérêts, c'est les assister dans le cadre de ces procédures. Donc c'est le conseil et la défense. D'accord. Et pour arriver jusque-là, quel est votre parcours professionnel? Alors, peut-être d'abord les études et ensuite le parcours professionnel. Alors les études, c'est une maîtrise en droit, enfin à l'époque on appelait ça une maîtrise en droit, plus le concours d'entrée à l'école d'avocat, une scolarité à l'époque d'une année, et ensuite l'arrivée au barreau en 82. Alors sur le plan professionnel, j'ai d'abord été collaboratrice pendant 2 ans dans un cabinet où je faisais principalement du droit de la construction. Ensuite, j'ai intégré pendant 1 an en tant que collaboratrice un cabinet qui était beaucoup plus généraliste, qui faisait quand même beaucoup de droit de la famille, droit du travail, droit pénal. Et j'ai été associée au bout d'1 an. Donc à partir de 1985, sauf erreur de ma part, j'ai été associée dans ce cabinet, où je suis restée associée jusqu'en 2007. Donc j'ai été associée pendant 22 ans. Dans un cabinet où nous étions relativement nombreux, où le nombre d'associés est arrivé jusqu'à peu près 5 associés, avec plusieurs collaborateurs, plusieurs secrétaires. Et puis en 2007, j'ai eu envie de changer, j'ai eu envie de changer mon mode de fonctionnement, de faire autre chose sur le plan professionnel, en tout cas sur la structure de mon cabinet, et j'ai décidé de quitter mon association pour m'installer seule. D'accord. Donc maintenant je suis seule, en individuel, avec mon assistante que vous avez vue tout à l'heure, et voilà, on est à 2. C'est une toute petite structure, mais qui me va très bien maintenant. D'accord. Quelles sont les qualités nécessaires, selon vous, pour exercer ce métier? Alors les qualités nécessaires, je crois que ce sont les qualités dont on a besoin déjà dans toute activité indépendante. Quand on est indépendant, c'est ce qu'on nous disait à l'école d'avocat, mais maintenant je comprends ce que ça veut dire. Il faut avoir une bonne santé, parce qu'on compte sur soi-même et on doit... Voilà, c'est ça. Donc une bonne santé, beaucoup de résistance, je dirais physique et mentale, parce que c'est un métier qui génère énormément de stress, le bon comme le mauvais. Alors ça, c'est, je dirais plutôt sur la personnalité de l'avocat, mais aussi beaucoup je pense qu'il faut avoir vraiment une envie de se battre, avoir envie de convaincre, être à l'écoute. C'est très très important. Les avocats sont toujours décrits comme des gens bavards. Mais la première qualité des avocats, et elle est bien plus importante que celle de savoir parler, c'est savoir écouter. Parce que l'écoute, c'est d'abord l'accueil du client qui a besoin d'être écouté, et l'écoute, c'est ce qui permet de comprendre quel est son problème. Parce que parfois, quelqu'un s'assied dans notre bureau, décrit un problème, mais finalement, lui-même ne l'appréhende pas de la manière qui est la manière la plus utile. Et c'est par l'écoute, c'est en le faisant parler, que l'on comprend sa difficulté et qu'on comprend surtout ce qu'il attend de nous. Donc l'écoute, c'est la première chose. Ensuite, c'est, je pense, une force de travail. Il faut être capable de travailler. Il y a des jours où, on ne peut pas regarder la pendule. C'est-à-dire qu'on arrête la journée quand on a arrêté ce qu'on devait, on a fini ce qu'on devait faire dans la journée. On ne dit pas, tiens, il est 5 heures, je m'en vais. C'est, j'ai fini, donc je peux partir. D'ailleurs, on n'a jamais réellement fini. Si on s'écoutait, on pourrait travailler sans cesse.
Donc le danger, c'est effectivement, on verra peut-être ça plus tard, mais le danger, c'est de ne plus décrocher du travail, parce qu'on a beaucoup de travail. Mais il faut avoir cette volonté de travailler, et en tant que juriste, mais ça c'est valable pour tous les juristes, c'est toujours, et ça je vous le dis puisque vous êtes étudiant en droit, les gens vous demandent certainement toujours « Ah mais oui, mais vous devez savoir par cœur le code civil, vous devez connaître toutes les lois, vous devez tout savoir. » Non, le juriste, c'est celui qui doute en permanence, qui doute. C'est pas celui qui sait tout, il n'y a aucun juriste qui sait tout. C'est celui qui doute et c'est celui qui sait chercher la réponse aux questions qui lui sont posées. Donc, pour moi, la qualité, c'est l'écoute, le doute, la capacité de travail et bien sûr la volonté de gagner pour notre client, parce que c'est ça qui nous motive. Et puis si en plus on aime bien notre client, alors là, on part à fond. Quelles sont les tâches régulièrement accomplies par l'avocat? D'abord, la réception des clients. C'est bien sûr là que se crée le lien avec le client. D'abord, la première fois qu'on le rencontre, il nous apporte bien sûr tout son dossier, il nous dit quelles sont ses difficultés, de quoi il a besoin, et c'est avec ça, bien sûr, le premier matériau qu'on va travailler, puis après on va lui demander de constituer son dossier. Donc, il y a tout le travail de la description des pièces qui nous sont nécessaires. Donc là, ça c'est un des éléments très importants de notre métier. Ensuite, le travail de dossier, le temps qu'on va passer à chercher les réponses, à chercher les textes, à chercher la jurisprudence, pour monter son dossier, que ce soit dans le conseil d'ailleurs ou dans la défense. Donc ce temps de travail sur le dossier, beaucoup de téléphone, beaucoup de travail sur les mails, puisque maintenant, comme dans tous les métiers, on est très sollicité, et moi je communique énormément par mail avec mes clients. Le temps d'audience, bien sûr, lorsqu'on va plaider, mais ce qui est sans doute toujours le plus connu du public, on nous voit toujours en robe en fait. Quand on imagine un avocat, on le voit en train de plaider en robe au tribunal, que ce soit en audience publique, comme on peut le voir au pénal, ou que ce soit en chambre du conseil. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la chambre du conseil, mais c'est des bureaux dans lesquels on plaide les affaires qui ne sont pas prévues pour être plaidées en public. Et c'est le cas bien évidemment au droit de la famille, où toutes les audiences sont confidentielles. Par contre, si on plaide au conseil des prud'hommes, il y a un public. Mais en tous les cas, dans l'esprit des gens, l'avocat c'est celui qui est en robe en train de plaider, ou celle qui est en robe en train de plaider. Ce travail-là, il représente, pour moi qui fais beaucoup d'audience, il est important, mais finalement, dans la réalité du travail, il représente 10% de mon temps de travail. C'est plus les dossiers. Voilà, c'est la relation avec le client, le travail de dossier, et toute la gestion en fait du dossier, la gestion du cabinet aussi, parce qu'il faut que je gère mon cabinet, que je m'occupe de la facturation, avec mon assistante qui fait la comptabilité, on parle de tous les problèmes qui se posent, les fournitures, les commandes, etc., le matériel qu'il faut changer. Voilà, tout ça c'est la journée, enfin c'est le travail d'un avocat. Mais c'est surtout, c'est la relation avec le client, l'accompagnement du client, parce qu'il n'y a pas seulement les rendez-vous, c'est-à-dire que les clients peuvent être complètement perdus dans des tas de problèmes toute la journée, toute la semaine, toute l'année, ils nous sollicitent. Alors, la difficulté, c'est de garder quand même une distance, on ne peut pas répondre à toutes les attentes, et surtout, on doit faire le tri entre ce qui est réellement urgent et ce qui n'est pas. C'est peut-être une des tâches les plus difficiles de notre métier, c'est de pouvoir faire comprendre à nos clients qu'il y a des choses très urgentes, et là on s'arrête, on arrête tout pour le faire, et il y a des choses qui sont moins urgentes et pour lesquelles on peut se donner un petit délai avant de les exécuter. Et voilà, donc et puis le travail de dossier bien sûr, de rédaction. On rédige énormément, parce qu'on rédige les courriers à nos clients, à nos confrères, aux juges, aux juridictions. On rédige l'argumentation qu'on va remettre au magistrat, et ça c'est un travail énorme. Je dirais que ça c'est sans doute la moitié de mon temps à rédiger. On a un énorme travail de rédaction. D'accord. Mais justement, tout à l'heure, vous avez parlé de la mission de représentation d'un avocat qui prenait environ 10% de votre temps. Et justement, pour la préparation d'un dossier, ça représente combien de temps en fait, faut-il pour préparer un dossier? Mais tout dépend du dossier. Je dirais, c'est impossible de répondre à cette question. Parce que d'un dossier à l'autre, d'un client à l'autre, d'une juridiction à l'autre, c'est impossible de le savoir comme ça, de façon
Il n'y a même pas de moyenne réellement. C'est comme lorsque les clients s'asseyent dans notre bureau, ils me disent, bah voilà, combien de temps ça va prendre, au bout de combien de temps, par exemple, je serai divorcée, au bout de combien de temps le Conseil des prud'hommes aura rendu son jugement. C'est impossible de le savoir. On peut avoir une estimation. Pour un divorce, vous allez dire que c'est très large comme fourchette, mais selon le type de procédure, selon les difficultés rencontrées, selon la position de l'autre conjoint, un divorce peut durer de 6 mois à 4 ans. Ah oui, et quand le client s'assied dans mon bureau, je suis incapable à ce moment-là de lui dire comment ça va, quelle va être la durée de sa procédure, parce que ça va dépendre de paramètres que j'ignore complètement, et notamment de la position de son conjoint. De la même manière, lorsqu'un salarié me demande d'engager une négociation amiable avec un employeur, mais que je ne suis pas sûr que la négociation amiable aboutisse, et que peut-être une procédure sera nécessaire devant le Conseil des prud'hommes, puis devant la Cour d'appel, je peux lui dire, voilà, si on engage la procédure devant le Conseil des prud'hommes, ce sera fini dans 1 an et demi. Et s'il y a un appel après, il faut compter 1 année de plus de procédure. C'est-à-dire qu'au moment où il s'assied, entre l'hypothèse optimiste d'une négociation amiable en 2 mois avec son employeur et une procédure qui va peut-être donner lieu même à un appel, on est entre 2 mois et 2 ans et demi ou 3 ans. D'accord. Voilà, donc je vous fais un peu la même remarque, c'est-à-dire que je ne peux pas le savoir. C'est totalement impossible. Tout dépend du dossier, tout dépend du client, de la personne, des difficultés juridiques qui vont se produire, des difficultés humaines qui vont survenir, et de l'opposition plus ou moins farouche, plus ou moins agressive de la partie adverse. Alors, le métier d'avocat est-il selon vous une activité en plein essor? En plein essor, j'avoue que j'ai du mal à répondre à cette question parce que je n'ai pas une vision globale de notre profession. Je pense qu'on aura toujours besoin d'avocats. Il y a des pays d'Europe où il y a beaucoup plus d'avocats qu'en France. Mais je pense qu'elle est surtout en pleine mutation. Je pense que c'est plus une question de mutation que d'essor. Moi, je n'ai pas la réponse sur l'essor. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura de plus en plus d'avocats et est-ce qu'ils pourront vivre? Le but, c'est aussi que s'il y a plus d'avocats, ils puissent tous vivre correctement de leur métier. Je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai pas une vision assez, je dirais, élevée par rapport à mon exercice personnel. Donc, je ne veux pas dire de bêtises. Je pense qu'on aura toujours besoin d'avocats, ça c'est certain. La mutation, oui, je pense que ça, je la ressens moi personnellement, parce qu'en 30 ans, je dirais mon exercice professionnel s'est transformé, mais vraiment d'année en année. Pour moi, la principale mutation, c'est la spécialisation. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivée au barreau de Lille, on était tous plus ou moins un peu généralistes, c'est-à-dire on touchait un petit peu à tout. Moi, pendant des années, j'ai fait du droit de la famille, du droit du travail, du droit pénal, j'ai fait du droit des baux d'habitation, j'ai fait plein de choses que j'ai abandonnées au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que le droit devient de plus en plus complexe, que on ne peut pas tout savoir, c'est absolument impossible. On est obligé de se spécialiser. Alors je pense que maintenant, lorsqu'on arrive au barreau, qu'on est un jeune avocat ou une jeune avocate, on va forcément être un peu généraliste pour diverses raisons, mais très rapidement, à mon sens, va s'imposer la nécessité d'être spécialisé. C'est-à-dire que maintenant, il y a non seulement une grande complexité des lois, mais il y a aussi une attente des clients. Ce sont les clients aussi qui ont changé. C'est-à-dire que les clients sont maintenant des consommateurs beaucoup plus avisés, et je pense qu'ils ont compris, eux aussi, qu'on ne peut pas être bon en tout. C'est comme un médecin généraliste et un médecin spécialisé. On a besoin des généralistes, ça c'est certain, mais très rapidement, lorsque le contentieux devient plus complexe, on s'aperçoit et on a le désir d'être assisté par quelqu'un qui sera plus spécialisé. Parce que qui dit spécialisation dit connaissance plus pointue du droit qui concerne tel ou tel secteur de la vie sociale ou de la vie économique. Je pense que c'est ça. Pour moi, la principale chose que j'aurais envie de souligner, c'est la profession en pleine mutation. Voilà, c'est mon point de vue. D'accord. Selon vous, quels sont les aspects positifs et négatifs de ce métier?
Alors, on va commencer d'abord par les aspects négatifs, pour terminer par les aspects positifs. Les aspects négatifs, je les ai un peu évoqués tout à l'heure, c'est une très grande tension. Oui, beaucoup. On est très sollicité. Et j'ai lu récemment que parmi les professions qui sont en proie au stress et qui souffrent du stress, la profession d'avocat est toujours citée. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, il me semble qu'il y a des métiers, par exemple, comme un chirurgien qui opère, enfin, les métiers, par exemple, médicaux, hein, où vraiment on tient la vie des gens entre ses mains. Moi, pour moi, ce sont des métiers à très fort taux de stress. Mais je sais que dans les statistiques des métiers à risque sur le plan du stress, la profession d'avocat est très haut placée. Parce que l'aspect négatif, c'est qu'on porte tous les soucis de nos clients. Forcément. Quand ils viennent nous voir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ils sont mal. Eux, ils sont dans une période qui est compliquée. Ils attendent énormément de nous. Et il y a un transfert de charges qui se passe. C'est-à-dire qu'on est là pour prendre leurs soucis et s'en occuper. Mais forcément, c'est pesant. C'est pesant. On y pense toujours, alors. On y pense toujours. Ça. Vous voyez, là, j'ai passé ce week-end, je me suis surprise moi-même, mais ce week-end, je n'ai pas pensé au travail. C'est exceptionnel. Dire que la nuit on se réveille pour y penser, qu'on y pense le week-end, on y pense en vacances. Le métier, c'est un métier extrêmement envahissant. Et ça, c'est l'aspect, je pense, négatif. Il y a un deuxième aspect négatif, c'est tout ce qui a trait à la vie économique de notre cabinet. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement je dirais, ce poids des soucis de nos clients et des problèmes de nos clients auxquels il faut qu'on apporte une solution. On est là pour ça. On est là pour la chercher, cette solution. Et parfois, on n'y arrive pas et ça nous mine. Mais on a aussi le souci de la vie économique ou la survie économique de notre cabinet. C'est-à-dire qu'on doit vivre grâce à notre métier. On doit toujours avoir en tête que le travail qu'on accomplit doit nous être rémunéré. Et c'est très difficile, notamment quand on fait du droit des personnes, parce qu'on a un lien qui est extrêmement intime avec nos clients, qui nous racontent absolument toute leur vie. On a un lien quasi affectif avec eux, et en même temps, on doit leur demander des honoraires. Et c'est parfois très compliqué. Parfois, je rêve que je n'aurais jamais d'honoraires à demander à mes clients, et que je pourrais uniquement les défendre. Mais c'est pas possible, il faut que le cabinet tourne. Donc ça, c'est un gros souci. Voilà, moi je dirais que l'aspect négatif, c'est ça. Principalement, voilà, ce qui pèse sur notre profession, c'est une forte charge émotionnelle aussi, hein, parfois. Il nous arrive de pleurer quand on perd un dossier, d'être terriblement déçu, on se mine parce qu'on ne trouve pas la solution et on voudrait aider nos clients. Heureusement, on la trouve quand même souvent. Mais voilà, il y a cette charge-là, et puis la charge économique de notre structure. Je pense que si vous interrogez les avocats, je pense qu'ils vous diraient à peu près tous la même chose. Qu'ils soient comme vous, comme moi, dans une toute petite structure, microscopique, ou dans un énorme cabinet, où il y a beaucoup d'associés, beaucoup de collaborateurs, beaucoup de salariés, on pourrait croire qu'ils sont confortables, mais non, c'est un énorme souci de faire marcher le cabinet, parce que c'est une petite entreprise. Alors elle peut être une TPE, très petite entreprise, et elle peut être une très grosse entreprise. Mais il y a toujours l'idée que cette entreprise doit être rentable, qu'on doit pouvoir en vivre, voilà, parce que c'est notre métier. Alors les côtés positifs, c'est la relation avec les clients, qui est absolument extraordinaire. C'est qu'ils nous confient tout, ils nous racontent tout, ils nous racontent toute leur vie. Comme ça, pouf, en l'espace de quelques minutes, voilà. Ils nous expliquent tout, ils nous font confiance, et ça c'est génial. Je pense que c'est la plus belle chose de notre métier, c'est la confiance que le client nous donne, et c'est ça qui nous fait avancer en fait. C'est comme, la confiance, c'est comme mettre l'essence dans la voiture, c'est vraiment ça qui nous fait démarrer, et c'est ça qui nous fait avoir envie d'aller jusqu'au bout. Autre chose dans cette relation avec les clients, c'est que c'est un métier où on s'enrichit tous les jours, en parlant avec nos clients, en écoutant leur vie, ils nous apprennent beaucoup de choses, paradoxalement.
sur nous-mêmes aussi, sur notre vie à nous, parce qu'on a une vie personnelle, on est des êtres humains, et en les écoutant, ben, on s'enrichit, enfin, je veux dire, c'est vraiment extraordinaire. Et puis ce qui est génial, c'est de se battre, et c'est de trouver le moyen de défendre nos clients et d'essayer de les faire gagner. Ou c'est même pas forcément gagner, mais défendre leurs intérêts en fait. Et quand on trouve quelque chose, que ce soit dans le code civil, dans la jurisprudence, là, il y a une immense jouissance juridique. Si vous êtes juriste, ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir dans vos études, de trouver l'arrêt, hein, celui qui tombe à pic, celui qui est exactement celui dont on a besoin. Et là, c'est l'immense bonheur. C'est l'immense bonheur de trouver tout d'un coup l'argument qui va faire triompher les intérêts de notre client. Et puis après d'aller plaider aussi, ça c'est quelque chose qui est extrêmement... la plaidoirie, il faut bien comprendre, c'est l'aboutissement de tout ce travail. Où là, on a tout préparé, on a tout mis de notre côté et on va aller devant le juge pour plaider. Et ça, c'est très agréable aussi. Mais il y a beaucoup de tension à ce moment-là pendant la plaidoirie. Oui, énormément. Et quand alors, il faut bien comprendre que moi je suis dans un domaine. Alors, le conseil de prud'homme, c'est un endroit où on plaide énormément. Et là, il y a un vrai engagement physique dans la plaidoirie. Et d'ailleurs, quand vous vraiment vous plaidez un dossier qui est assez difficile et pour lequel il faut vraiment vous battre, vous avez un adversaire de taille, avec un confrère qui est aussi pugnace que vous êtes épuisé après. Pourtant, ça n'a pas l'air fatigant hein, quand on le voit. Hein. Mais on est complètement fatigué, comme si on avait fait du sport, parce que ça demande non seulement un engagement physique, mais une concentration absolue, c'est-à-dire qu'il faut être absolument concentré sur ce qui se passe. Et quand on plaide, en fait, non seulement on doit développer son argumentation, mais on doit tenir compte de son interlocuteur. Et vous voyez très vite, enfin en tout cas, il faut le voir, très vite lorsque votre interlocuteur décroche. Et ça, c'est valable dans tous les métiers où on a quelque chose à vendre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette capacité de comprendre que celui qui est en face de vous a décroché. Et il faut aller le rechercher. Il ne faut pas le laisser se décrocher. C'est le moment d'attaquer. Oui, et il faut être capable à ce moment-là de changer sa manière de plaider. C'est-à-dire qu'on avait commencé en se disant, voilà, je vais dans ce sens-là. Si ça ne marche pas, hop, il faut être capable de prendre un autre ton, de casser le rythme de son propos pour toujours le captiver, parce que c'est ça le but. Le but, c'est pas de venir faire un exposé que personne n'écoute. Le but, c'est de se dire, cette plaidoirie, et là, il faut qu'elle les prenne vraiment complètement, il faut les emmener avec nous. Et il faut être capable de sentir que l'interlocuteur est plus dans le coup. Ce qui est quand même, c'est vexant, hein, ça veut dire qu'on n'a pas été assez incisif, on n'a pas été assez convaincant, peut-être trop long aussi. Il faut savoir, c'est pour ça que les avocats parlent très vite. Ils ont tellement l'habitude qu'on leur dise maître. Donc il faut savoir ramasser tout ça, et puis en faire quelque chose de très dense, et boum, l'envoyer à son interlocuteur. Et ça, c'est quelque chose de très excitant à la plaidoirie. Et je suis juste c'était une question du... C'était les aspects positifs et négatifs. Ouais, voilà, c'est ça. Puis bon, l'aspect positif aussi, il ne faut pas se voiler la face, c'est que les gens critiquent tout le temps les avocats. Tout le temps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Hein. Les boucs émissaires. Oui, vous n'avez jamais eu le sentiment que c'est une profession qui est décriée. Oui, voilà, mal vue, parce que on est riche, on prend plein d'argent, on est sans foi ni loi, on est des mercenaires. Tantôt on dit une chose, le lendemain, il suffit qu'on nous paye, on dit le contraire. Voilà, c'est un peu la vision qu'on a des avocats. Mais bizarrement, ça c'est un peu une vision collective des avocats. Quand vous dites à quelqu'un dans un dîner ou n'importe où que vous êtes avocat, les gens sont tout de suite intéressés. C'est vraiment bizarre. Il y a une sorte de détestation collective et en même temps, individuellement, quand vous êtes avocat, les gens sont tout de suite intéressés par votre métier. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose, c'est que les avocats, ils sont au cœur de la vie, au cœur des passions humaines. Un avocat pénaliste qui va défendre un crime passionnel ou le meurtre d'un enfant, etc., il est au cœur de la vie. Nous, on est au cœur, quand on fait du droit de la famille, on est au cœur de la vie des gens. Qu'est-ce qui est important dans la vie des gens? La famille, le travail. En faisant du droit de la famille et en faisant du droit du travail, on est au cœur de ce qui est le plus important pour la vie des gens.
C'est pour ça que c'est intéressant le métier d'avocat. Et c'est pour ça que les gens sont intéressés par le métier d'avocat. Et parce qu'on a toujours des histoires à raconter, des trucs complètement fous, que les gens ils s'asseyent ici, ils nous racontent des trucs complètement incroyables. Donc c'est assez rigolo d'avoir un métier que tout le monde déteste, mais on sait en même temps que finalement les gens aiment bien les avocats, au fond. Et qu'est-ce qu'on aime bien à la télé? Les séries policières, il y a des juges, il y a des avocats, ou la justice, enfin c'est quelque chose qui passionne les gens. Et ça passionne les gens parce que c'est la vie des gens. Et les gens ils sont intéressés par la vie des gens, c'est normal. Voilà, moi je trouve que ça aussi c'est un côté positif de notre profession. C'est de se dire, bon finalement on a un métier qui est... qui a une certaine valeur et une certaine place dans la société. Je trouve que c'est bien de se dire ça, qu'on est utile. On est utile aux gens. Alors, dernière question, pouvez-vous nous raconter une journée type? Alors, une journée type, alors on va prendre une journée type, oui voilà. Une journée type, ça va être, j'ai des audiences le matin, donc je pars au palais de justice à Lille. Moi j'ai mon cabinet, j'habite à Roubaix, j'ai mon cabinet à Roubaix. Je pars à Lille, au palais de justice, où je vais avoir par exemple, le matin je vais avoir par exemple 2 ou 3 dossiers de divorce, des tentatives de conciliation à passer. Ça va me prendre par exemple de 9h à 11h. Et puis l'après-midi par exemple, j'ai une affaire à plaider au conseil des prud'hommes de Roubaix. Ensuite, j'ai mes rendez-vous qui commencent à partir de 4h, 4h30. Et ça va se terminer à 20h ou 20h30. Voilà, le lendemain, je ne vais peut-être pas avoir d'audience. Donc là, je vais travailler toute la journée au cabinet, comme c'est le cas aujourd'hui. Jusqu'à mes rendez-vous qui commencent à 15h30. 15h30, 16h, 17h, 18h. Si le dernier rendez-vous est assez long, en général, je termine ma journée vers 20h. Entre midi et 2h, ça dépend. Je peux avoir 1h30 pour déjeuner ou un quart d'heure parce que j'ai mangé un sandwich à toute vitesse parce que j'ai pas le temps de déjeuner réellement. Mais voilà, c'est vraiment un mélange de travail de cabinet, de travail d'audience et de rendez-vous. Les rendez-vous, c'est très très important. Très fatigant aussi d'ailleurs. Alors, je vous remercie de nous avoir consacré cette interview, Maître Isabelle Lapéronie.